Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous continuons notre petite vidéo. Nous vous avons présenté juste avant la question des classifications dans les activités et déplacements, locomotion, propulsion. Petit rappel, ces classifications doivent rentrer dans la colonne 2. Comme pour l'équilibration, quand nous avons travaillé sur présenter statique et dynamique, et bien ça, vous l'inscrivez dans la colonne 2 du tableau 1. Donc nous allons voir aujourd'hui la question de la locomotion-propulsion et des coordinations qui permettent cette locomotion-propulsion et qui permettent l'équilibration. Et donc, on va étudier et caractériser les problèmes à résoudre et donc les fonctions processus, c'est-à-dire l'activité du sujet en interaction avec l'environnement qu'il doit mettre en œuvre pour résoudre les problèmes que nous allons vous présenter. Quels sont ces différents problèmes? Ça va sans doute vous paraître trivial, mais je pense que ça permet d'organiser la réflexion. Le premier problème à régler, c'est comment je vais créer des forces propulsives. Créer, mais aussi les réorienter, quand je dois créer une impulsion et changer de direction, ou quand je dois sauter à partir d'un tremplin. Utiliser des forces propulsives, c'est dans le cas où ce n'est pas l'être humain qui crée lui-même sa propulsion. Donc vous voyez qu'on a une correspondance entre les problèmes à régler et les classifications. Donc ici, voilà, création d'une force propulsive en départ de vitesse, comment et à quelles conditions on va être efficace au niveau de l'appui, au niveau ici du placement de la jambe, au niveau ici de l'alignement du corps, comment ici on va créer une propulsion en natation et donc une trajectoire qui dépend du moment où on va pousser dans le déséquilibre, comment en escalade on va créer des forces propulsives qui vont se combiner avec les forces équilibratrices, bien sûr, pour pouvoir nous déplacer dans un plan vertical. Comment ici en natation, on va bien pouvoir créer ici une force propulsive, créer une force propulsive ici, créer une force propulsive ici. Comment, quand on va vouloir faire un flip arrière, on va bien pouvoir créer une force propulsive et organiser sa posture en fonction de la trajectoire qu'on va vouloir faire sur le flip avant par rapport à la verticale. Réorienter, c'est la même logique, créer, réorienter, dès qu'on va avoir à construire des sauts, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo précédente sur la construction de l'appui et du tremplin, quand on va vouloir faire des débordements, au handball, au basket, j'emmène mon partenaire en face, mon adversaire d'un côté, et puis je déborde de l'autre côté, et dès qu'on va vouloir changer de direction, à quelles conditions on va être efficace. Et enfin, utiliser des forces propulsives, c'est bien évidemment dans les classifications dans lesquelles ce n'est pas le sujet qui crée les forces propulsives et où on est sur l'équilibration qui détermine la propulsion. Et donc, en interaction avec l'environnement, le ski, comment on va utiliser la pesanteur et les réactions du sol, en voile, comment on va utiliser la poussée vélique, et donc orienter sa voile, en surf sur l'eau, comment on va se placer, pour aller vite, pour se diriger. Et ici, nous faisons donc appel à une fonction que nous avons déjà vue dans l'équilibration, qui est la fonction téléocinétique, cinétique mouvement et téléo vers, donc cette fonction qui va permettre de créer, orienter, utiliser les forces qui utilisent le tonus d'action, la musculature principale des muscles du mouvement, quadriceps, triceps, biceps, etc. etc. Ensuite, créer, orienter, utiliser, ça ne suffit pas. Il faut transmettre les forces propulsives au reste du corps, au corps lui-même si c'est le corps qu'on déplace, et à l'engin si on est dans un engin. Et ici vont apparaître le rôle des charnières, les épaules, le bassin, la question de la solidité du tronc, le tonus de soutien dont on a déjà parlé, et bien évidemment le placement de la posture. Et nous retrouvons ici la fonction éréismatique. Et il va falloir ensuite optimiser et entretenir la propulsion. C'est-à-dire, ce n'est pas le tout de la créer, ce n'est pas le tout de la transmettre, mais si entre chaque instant propulsif, on ralentit, on sait qu'il est bien plus efficace de maintenir le déplacement que de le recréer. Il va falloir conserver la vitesse. Et donc, construire une continuité propulsive qui va passer par une coordination spatiale des actions propulsives et par une synchronisation temporelle de cette même action propulsive, de ces mêmes actions propulsives. Ce que nous allons maintenant vous commenter à partir d'une petite vidéo. Qu'est-ce qui permet la continuité propulsive en natation? Ici, nous avons
un plongeon. Le moment où vont démarrer les ondulations et la rythmicité de ces ondulations vont déjà permettre une continuité propulsive. Mais bien évidemment aussi, le moment où l'on commence à tirer, la correspondance entre le bras gauche et le bras droit vont déterminer la qualité propulsive. Ici, on commence l'appui, là-bas, on le termine. Et ce mouvement de bras est en correspondance avec le mouvement de jambe de l'autre côté qui termine son action vers le bas. Et donc, qui va construire cette continuité propulsive. Et on voit bien apparaître que ce qui va être fondamental, c'est bien évidemment cette coordination spatiale entre les deux, mais aussi la liaison entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ici. Et donc ici, la fonction érésmatique, et ici, la fonction téléocinétique. Et donc la question de la coordination spatiale entre le placement de la main et le placement de la jambe. Et la synchronisation dans le temps entre les deux. Vous voyez ici, la main qui commence, on a l'autre qui est vers le bas, et on a l'autre qui remonte ici. Il termine sa propulsion vers le haut. On a une propulsion de 6, 2 bras pour 6 jambes, ici. Et donc une rythmicité fondamentale. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu plus cette vidéo. On va aller regarder cette question des correspondances dans d'autres activités. Alors, la question des coordinations. La question des coordinations et du placement des actions motrices, qui va poser aussi une question supplémentaire qui va être celle de l'entretien de la propulsion, bien évidemment, mais aussi celle du repérage dans l'espace. Regardez notre skieuse dans un champ de bosse. Ici, toutes les actions, si on veut être efficaces, vont supposer un placement de la posture, que vous voyez par rapport au ski, mais aussi une coordination entre le mouvement ici de flexion qui permet d'amortir et le mouvement de bras qui permet ici ce qu'on appelle un vissage, et le moment où on déplie, où on va voir un dévissage. Et donc la coordination entre l'action des deux pieds les uns par rapport aux autres, mais l'action des deux pieds par rapport aux deux bras, va être fondamentale pour réussir à maintenir la propulsion. On va aller le voir dans d'autres activités. Voilà. Ici, on voit en plus la question du rythme et du placement de l'appui dans le creux de la bosse qui permet ou pas la bonne action. Ici, pareil, on a bien la question de la coordination entre l'action de la jambe et l'action du bras, hein, et l'action des deux jambes, mais ça va encore plus se poser au moment du saut. Nous sommes ici sur un triple saut, d'accord? Donc, quelle correspondance entre l'action des bras et l'action des jambes? Au moment de la reprise, comment je passe sur l'appui et je conserve la vitesse? Donc, la question des coordinations spatiales et la question de la rythmicité des actions est fondamentale. On va le voir dans d'autres activités. On va accélérer un petit peu parce qu'on a déjà vu sur le saut en longueur, sur le triple saut, pardon. Mais vous voyez dans le passage par image l'ensemble de ces coordinations qu'il est nécessaire de mettre en place. Voilà, regardez ici la reprise d'appui et l'élévation. On va aller voir d'autres activités pour montrer tout ça. On passe le triple saut, on en a déjà beaucoup parlé, on l'a déjà bien commenté. Une autre activité. Ici, un substrat glissant et la propulsion en patin à glace. Et bien là aussi, vous allez pouvoir étudier et constater la question des coordinations entre les deux appuis. Regardez ici, celle sur l'extérieur, la coordination entre la jambe ici et la jambe arrière qui va repasser devant, et la question de la coordination avec les deux bras, qui va peut-être être différente de celle de la course, qui est une coordination naturelle. On va les voir en sortie, regardez, voilà. On va avancer un tout petit peu pour essayer d'avoir un arrêt sur image qui soit plus pertinent. Voilà, regardez ici, hein, on a une correspondance, ce qui est inhabituel, entre le bras gauche et la jambe gauche, et une correspondance entre le bras droit et la jambe droite. Donc une coordination particulière, et pour entretenir, il va falloir que l'action propulsive d'une jambe se termine quand commence la suivante, si on veut une continuité propulsive. Voilà. On les revoit au ralenti. Vous voyez en plus ici le rythme de départ qui permet progressivement d'allonger, qui va changer la coordination. Vous regardez le balancé des bras ici à droite et à gauche par rapport au mouvement des deux jambes. Eh bien, l'étude de la propulsion va supposer d'étudier ces coordinations.
Et donc, quels vont être les différents problèmes à résoudre? Eh bien, nous allons maintenant synthétiser ça sur un schéma et présenter les fonctions processus qui correspondent à ces problèmes à résoudre. Donc, si nous devons résumer les problèmes à résoudre sur les questions de propulsion, c'est-à-dire cette fonction de propulsion qui est une fonction produit puisqu'on peut l'observer, on peut observer la qualité de la propulsion, eh bien, nous avons donc 3 problèmes à résoudre. Créer, réorienter, utiliser des forces qui utilisent la fonction téléocinétique, transmettre des forces qui utilisent et sollicitent la fonction éréismatique, et nous devons entretenir le déplacement. Nous devons entretenir le déplacement, et ici apparaît une nouvelle fonction sur laquelle nous allons revenir, que nous avons déjà commentée, qui est la synchronisation des actions. Et donc nous allons voir, nous l'avons commenté, nous allons revenir dessus, cette fonction rythmique de synchronisation. Dans la vidéo, nous vous avons présenté la question des coordinations. On a présenté la complémentarité téléocinétique et éréismatique, c'est-à-dire la complémentarité entre l'action des bras en bas et l'action des jambes, et entre la posture et les actions des bras et des jambes. Nous vous avons présenté la question de la coordination entre les jambes et les bras, entre le haut et le bas, et nous avons présenté la question de la coordination des successions d'actions dans la liaison course-saut. Dans le triple saut, eh bien, nous avons la question qui se pose continuellement de maintenir la vitesse lors de la succession des sauts. Donc on va vous le recommander à nouveau avec la petite vidéo tout à l'heure pour montrer qu'est-ce que c'est que cette fonction rythmique de synchronisation. Nous revenons sur la petite vidéo de tout à l'heure pour commenter cette fonction rythmique. Tout à l'heure, on l'a commenté en pointant la question des coordinations et les coordinations dans l'espace et dans le temps. Je vais les commenter à nouveau parce que je vais les repréciser. Mais regardez ici la rythmicité de l'action. Cette rythmicité, elle est définie par les bosses, parce que c'est elle qui définit à quel moment on doit fléchir ici pour avaler la bosse. C'est elle qui définit à quel moment on va étendre pour aller reprendre l'appui. Mais on a bien une rythmicité qui est donnée par ces bosses qui va se voir dans le moment où je fléchis, le moment où je bouge le bras, le moment où je suis en torsion, le moment où je suis en détorsion. Regardez bien, tac, 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 tac. Voilà la fonction rythmique. Là, il y a eu un problème de rythmicité juste avant. Rythmicité. Elle se chante, cette rythmicité. On peut l'accompagner. On peut même accompagner quand on enseigne la personne. Ici, c'est pareil. La rythmicité de la course d'élan, elle se chante. D'ailleurs, des fois, dans les stades, le sauteur, il demande au spectateur de frapper dans les mains pour le rythmer. Et on a donc une rythmicité ici qui va définir et qui va construire le rapport à l'espace et qui va permettre de savoir où on en est. De la même façon qu'on va avoir une rythmicité de mouvement entre les bras et les jambes à la réception pour conserver la vitesse. Voilà. Sur le triple saut. Fonction rythmique de synchronisation. On va la retrouver dans ici. Voilà. Regardez le rythme accéléré au départ. Regardez le rythme des bras par rapport aux jambes. Cette fonction rythmique de synchronisation elle est en correspondance avec des fonctionnements des centres nerveux qui ont, eux, un rythme de dépolarisation. Elle est en correspondance aussi avec les caractéristiques biomécaniques des membres et leur longueur qui ont des vitesses et des oscillations qui leur sont propres. Donc, fonction rythmique de synchronisation. On va aller la voir en natation dans un mouvement ralenti. On a déjà vu la vidéo, mais c'est pareil, on va retrouver cette rythmicité. Donc, en natation. En natation, ici, nous sommes sur un 1500 mètres, d'accord? À l'approche du virage, eh bien, nous avons une rythmicité de l'action du bras, ici, sous l'eau, une rythmicité de l'action du bras par rapport aux jambes. Si on est sur un rythme 2-2, ben, la rythmicité elle est de 1. Si on est sur une rythmicité 2-4, c'est-à-dire 2 bras pour 4 battements, on est sur un demi. Et si on est sur 2-6, vous voyez qu'on est sur une rythmicité de 1 sur 3. Et cette fonction rythmique, elle est fondamentale. D'ailleurs, quand on entraîne, à l'époque, hein, quand j'entraînais encore, eh bien, en fait, on faisait chanter cette rythmicité. Rostropovitch, c'était un nageur russe, eh bien, ça correspondait aux différentes phases du mouvement de bras. Rostropovitch, c'est la fin du mouvement, le vitch, d'accord, qui donne cette rythmicité. Voilà.
Ici, on la voit au ralenti, d'accord? Mais on a des accélérations dans les différentes phases sous l'eau qui permettent de construire la portance. On a une vitesse de l'ensemble du bras qui permet de construire le rythme. Et vous voyez les mouvements de jambes derrière qui donnent cette rythmicité. Regardez bien les battements du premier par rapport au bras. Voilà. Il est sur un rythme 2-4. Donc, fonction rythmique de synchronisation. Et bien évidemment, ici on s'arrête un petit peu, va se poser aussi la question du repérage dans l'espace, c'est-à-dire de la capacité à percevoir sa position dans l'espace, mais aussi à percevoir la position de ses jambes par rapport à ses bras, la capacité à percevoir le trajet du bras par rapport au trajet de l'autre bras, à percevoir quand je rentre dans l'eau, quand je sors de l'eau, à percevoir où est ma jambe par rapport à mes bras. Ce qui nous permet de revenir à une petite synthèse sur les fonctions processus. Donc nous revenons à une petite synthèse sur les fonctions processus. Nous venons de voir dans la vidéo la question du rythme, de la temporalité, de la fonction rythmique de synchronisation qui va permettre la synchronisation temporelle des différentes actions les unes par rapport aux autres. Eh bien, le dernier problème à résoudre, et la dernière fonction processus qui va nous intéresser, c'est la question de l'adaptation à l'espace. La question de l'adaptation à l'espace, c'est le placement des appuis dans l'espace environnant. En ski, à un moment donné, à quel moment je crée mon appui, à quel moment j'allège, à quel moment je pose mon pied sur la planche. Et donc, on a bien une adaptation à l'espace, ce qui renvoie à un problème que nous allons reprendre plus tard, qui est celui des coordinations visio-motrices et la question du guidage, du pointage d'ailleurs, on devrait dire, pour poser ces appuis. Ensuite, nous avons la succession des actions dans l'espace environnant. Coordination visio-motrice. Donc finalement, ce qu'on a déjà vu dans l'activité sémiotrice, eh bien, cette fonction de repérage spatio-temporel, on connaît, égocentré à centration externe, je m'adapte à l'espace avec la vue, on l'a vu dans l'équilibration, égocentré à centration interne, les rotations, exocentré et représentation idéomotrice de l'espace. Notre coureur qui fait le triple saut, eh bien, il a une représentation idéomotrice de ce qu'il va faire dans sa course d'élan, c'est-à-dire qu'il a marqué au sol et il a appris les différentes distances et les moments où il doit placer ses appuis, et en même temps qu'il se déplace, eh bien, il s'organise par rapport à la planche et il s'organise par rapport à ce qui se déroule sur sa vision périphérique. Et donc, il construit l'espace de mouvement dont nous avons déjà parlé, l'espace de mouvement, qui est l'espace psychosensorimoteur de déplacement. Et puis, bien évidemment, dans l'adaptation à l'espace, là c'est l'espace environnant, ici on a la succession des gestes dans l'espace personnel, c'est-à-dire la perception de la position des différentes parties du corps les unes par rapport aux autres, et par rapport à la posture, et par rapport à la pesanteur. Et donc se pose la question du schéma corporel, et donc de deux fonctions qu'on a déjà vues, la fonction de localisation, situer son corps dans l'espace personnel, mais situer ici son corps dans l'espace extrapersonnel et dans l'espace lointain, et la fonction d'assimilation qui transforme l'espace en coordonnées d'action motrice. C'est-à-dire, c'est ça qui va permettre, cette fonction d'assimilation, dans une course d'élan au triple saut, de placer correctement ses appuis sans avoir besoin de réfléchir. Et donc, un petit schéma de synthèse sur ces fonctions processus qui permettent de construire la locomotion et la propulsion, et de résoudre les trois problèmes principaux que nous avons pointés. Le petit triangle que nous utilisons depuis le début, avec la fonction rythmique de synchronisation, cette temporalité du rythme, qui repose sur des fonctionnements nerveux, qui repose sur des caractéristiques mécaniques que nous ne développons pas ici. La fonction de repérage spatio-temporel, nous en avons déjà parlé, et dans la sémiotricité, et dans la psychosensorimotricité, dans l'équilibration. Et la fonction posturo-cinétique, coordination posture-mouvement, avec les fonctions processus éréismatiques, la fonction processus téléocinétique, et pour la fonction de repérage spatio-temporel, la fonction de repérage spatial, les yeux, et puis la fonction assimilatrice qui transforme l'espace en action, j'aurais presque tendance à dire automatique, on va utiliser ce mot-là pour le moment, et la fonction de localisation qui permet de se situer dans l'espace environnant et de situer son corps dans l'espace personnel.
Voilà ici les 3 sous-fonctions qui vont permettre d'analyser la fonction de propulsion, qui vont permettre de déterminer les causes des problèmes de propulsion, ce qui pose le problème des éléments d'observation, des relevés que l'on va faire. On en a vu quelques-uns. On a parlé du placement de l'appui, on a parlé du trajet moteur sous l'eau, on a parlé du placement de la posture. Eh bien, il y a encore d'autres éléments d'observation que vous allez voir en TD, qui sont par exemple la fréquence, l'amplitude, le temps, etc., etc. Nous ne développons pas ici. C'est l'objet du TD, puisque vous avez à analyser le saut extension tour complet, vous avez à analyser l'appui tendu renversé, et vous aurez à analyser la semaine prochaine le ring hockey, et puis les foulées bondissantes avec corde à sauter. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie de votre attention. Le prochain module portera sur les coordinations motrices et les coordinations visio-motrices, et ce sera notre dernier cours de cette deuxième partie sur la psychose sensorimotricité. Au revoir à tous et bon travail.